tous et à toutes. Je m'appelle Christine Chollet, je suis pédiatre à mi-temps sur l'hôpital des enfants dans un réseau de prévention et de prise en charge de l'obésité pédiatrique. Et puis sur une autre partie de mon temps, donc j'anime des sensibilisations, des formations autour de la thématique de la petite enfance. Alors cette double casquette, je l'ai depuis une dizaine d'années, mais avant ça, j'étais pédiatre en PMI sur la Haute-Garonne. Donc je salue et je suis ravie de partager ce moment avec la PMI du Lot. Je sais à quel point vous êtes actifs, présents sur le terrain. Donc, on va parler d'un sujet qui est passionnant en sachant que d'emblée, on est quand même dans un combat bien déloyal entre d'un côté le sommeil, de l'autre les écrans, parce que bien entendu, on ne parle pas de la même attractivité. Et pourtant, le sommeil, c'est un besoin bien sûr vital, nous assure une très bonne santé physique, psychique, on va y revenir. Et néanmoins, qui n'a pas entendu son enfant dire « et non, pas dodo ». Donc, c'est pas si attractif que ça. Par contre, ce qui est terriblement attractif, voire hypnotisant pour certains spécialistes des écrans, oui, terriblement attractifs, ce sont les écrans. Et donc, ces écrans, ils sont là, ils sont partout dans le temps, matin, midi, soir, la nuit, surtout chez nos ados. Ils sont partout dans l'espace, dans toutes les pièces de la maison. Et puis, on va le voir, ils pénètrent les familles et de fait, nos jeunes enfants sont quand même exposés de plus en plus tôt aux écrans. Sauf que ces écrans, eh bien, ils vont altérer à la fois la qualité et la quantité de notre sommeil. Et donc, la question qui se pose, eh bien, comment on vit aujourd'hui avec ces écrans qui, bien sûr, sont là et qui nous permettent des choses magnifiques, en particulier ce qu'on fait ensemble cet après-midi, mais tout en protégeant le sommeil de nos enfants. Donc, c'est la réponse à cette question qui va nous donner le plan de cette présentation, puisque je vous propose de réfléchir ensemble et de se redire à quel point ce sommeil est important en rappelant quelques éléments de physiologie. Et puis après, on verra évidemment que les écrans sont omniprésents et surtout quels sont les mécanismes d'action des écrans sur le sommeil. Ensuite, je vous rappellerai quelles sont les recommandations autour en particulier des écrans. Et puis, on essaiera de trouver ensemble des éléments de réponse sur comment on fait, comment on vit avec les écrans, en protégeant le sommeil de nos jeunes enfants et comment on accompagne ces parents que vous accompagnez sur le terrain en PMI, on le sait, pour qui cette problématique est quand même très présente. Donc, le sommeil, eh bien, c'est important. Alors, c'est important et pour ça, je vous propose de répondre à ce petit sondage. Mettons que vous ayez un enfant de 9 ans, à votre avis, combien de temps a-t-il passé à dormir déjà pendant ces 9 années? Alors, en fait, la réponse, c'est 3 ans. Et effectivement, 3 ans, c'est beaucoup. Et pourquoi c'est beaucoup? Mais tout simplement parce que le sommeil, c'est un besoin. C'est un besoin important qui nous sert à beaucoup de choses. Alors, bien entendu, à récupérer, ça on le sait tous, hein, qui est plongé dans le sommeil après une journée de randonnée, par exemple. Mais c'est aussi important, et en particulier, un argument important pour nos jeunes, c'est que c'est pendant le sommeil que l'on grandit, tout simplement parce que l'hormone de croissance, eh bien, elle va être sécrétée, on va le voir, pendant une phase du cycle du sommeil, qui est le sommeil lent profond. Et donc, c'est pendant le sommeil qu'on grandit. Ensuite, et c'est d'actualité, si les enfants que vous voyez en consultation ou à la maison ou au domicile sont malades, vous pouvez leur dire, eh bien, un bon dodo et tu vas voir, tes petits soldats tes défenses vont se mettre en place pendant le sommeil. Donc, effectivement, pendant le sommeil, eh bien, on va refaire notre stock de cellules immunitaires. Donc, c'est très important. Et puis, on sait très bien que grâce au sommeil, on va stabiliser notre corpulence et que, inversement, quand on a une dette chronique de sommeil, eh bien, on va déréguler
notre sensation de faim et de satiété, donc on va prendre du poids. Donc ça, ce sont les éléments d'ordre plutôt, on va dire, somatique, mais bien entendu, le sommeil ne nous sert pas qu'à ça. Le sommeil nous permet de gérer nos émotions. C'est vraiment un facteur stabilisateur de l'humeur qui n'a pas observé lorsqu'on manque de sommeil, notre irritabilité, notre hyperactivité, voire celle de nos enfants, l'impulsivité et puis la baisse du seuil de tolérance à plein de choses. Enfin, dernière chose qui est probablement importante à rappeler à nos enseignants, mais aussi aux parents qui le soir galèrent pour faire apprendre une poésie à leurs enfants, leur dire que bien voilà, pendant le sommeil lent profond, eh bien, les réseaux de neurones qui se sont activés au moment de l'apprentissage en journée, eh bien, ils vont se réactiver. Ils vont rejouer la musique pendant la nuit et donc lorsqu'un épisode de sommeil va être intercalé entre un apprentissage et sa restitution, eh bien, le nombre d'informations retenues est plus important. Donc, grâce au sommeil, eh bien, les choses seront plus faciles le lendemain. Donc, ce sont quand même tout ça des arguments importants. Maintenant, on a parlé de cette question donc du sommeil qui était sacrément important et finalement de 30% de notre vie, nous dormons. Mais en dehors de ce 30%, je vous pose une autre question. Si, à votre avis, vous avez un enfant entre 3 et 5 ans, quelle est la durée recommandée pour cet enfant-là, pour cette tranche-là, entre 3 et 5 ans? Est-ce que c'est entre 10 et 13 heures? Est-ce que c'est entre 9 et 12 heures? Est-ce que c'est entre 11 et 14 heures? En sachant que cette recommandation intègre également la sieste. Vous savez que la sieste disparaît aux alentours des 4 ans. Donc, dans tous les cas, qu'il y ait sieste ou pas, voilà. Quelle est la durée recommandée? Donc, c'est donc entre 10 et 13 heures la réponse. Il y a des gens qui ont travaillé là-dessus et ce sont maintenant des recommandations tout à fait validées, alors qui viennent de l'association, de l'Académie américaine du sommeil, mais qui sont aussi validées en France. Et donc, vous voyez que pour un enfant entre 3 et 5 ans, eh bien, les recommandations, c'est 10 à 13 heures, effectivement, par nuit. Alors, à quoi ça sert ça? Alors, il faut faire attention, bien sûr, sur le sommeil. On sait qu'il y a beaucoup de variabilité. Et déjà, c'est ce que montre ce diagramme. Vous voyez qu'il y a un petit pourcentage d'enfants qui a besoin de 14 heures de sommeil. Et inversement, vous avez, donc ça, ce sont les longs dormeurs. Et puis, vous avez des enfants de cet âge-là qui n'ont besoin que de 8 à 9 heures. Donc, en fait, quand les parents se posent la question de est-ce que mon enfant dort assez, c'est pas mal de regarder évidemment quelle est la durée de sommeil, mais la meilleure réponse à cette question, c'est comment est mon enfant en journée? Si mon enfant va bien, même s'il dort que 8 à 9 heures, eh bien peut-être que c'est un petit dormeur, mais s'il va bien en journée, ça suffit. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. En sachant que dans les variabilités, donc on a parlé des petits et des grands dormeurs, il y a aussi ce qu'on appelle les chronotypes. Donc les chronotypes, ce sont ces enfants qui se couchent tard et qui se lèvent tard. Alors on les appelle les hiboux. Et puis vous avez des enfants qui se couchent tôt et qui se lèvent tôt. Et on les appelle les alouettes. Ces chronotypes sont sous influence génétique. Donc quand vous interrogez les parents, vous allez retrouver la notion voilà, d'un grand-père ou d'un papa, un papa hibou chez l'enfant hibou, etc. Donc, c'est intéressant, là aussi, il faut s'adapter à la variabilité. Mais dans tous les cas, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il y a une vraie régularité dans le sommeil de mon enfant? Est-ce que je le couche à la même heure tous les jours? Est-ce que je le réveille à la même heure? Et ça, c'est vraiment, comme toujours chez l'enfant, la notion de régularité, c'est fondamental. Alors, dernière question qu'il faut toujours se poser quand les parents nous disent est-ce que mon enfant dort suffisamment? Et vous, monsieur, madame, est-ce que vous dormez suffisamment? Parce que finalement, on connaît très bien ce cercle vicieux de l'enfant, surtout le plus petit,
dort pas et les parents qui sont juste épuisés. Et comme ils sont épuisés, bien, en journée, on l'a vu, hein, l'impact émotionnel et l'impact sur l'humeur, ils sont peu disponibles psychiquement et en particulier en fin de journée. Et de fait, ces parents génèrent par leur fatigue des difficultés de sommeil de leur enfant. Donc, c'est vraiment important d'envisager aussi cette question-là. Alors, maintenant, quelques éléments rapides de physiologie pour vous rappeler que bon, le sommeil, c'est représenté par un petit train, donc l'endormissement, la locomotive, puis après des cycles de sommeil qui s'enchaînent les uns après les autres. Chez l'adulte, on est sur environ 5 à 6 cycles par nuit, avec des cycles qui sont d'une durée d'environ 1h30, avec 3/4 de temps de sommeil lent. Ce sont donc des grandes ondes lentes que l'on voit à l'électroencéphalogramme, et puis un sommeil qu'on dit paradoxal, parce qu'il y a un paradoxe entre l'hypotonie majeure et des ondes qui sont très petites, très serrées, qui ressemblent aux ondes que l'on peut voir quand on est réveillé, d'où le terme de paradoxe. Donc, l'ensemble sommeil paradoxal constitue un cycle, et puis on va passer sur un nouveau cycle, et entre deux cycles, il y a potentiellement des micro-éveils. Donc, cette notion de cycle de sommeil, elle est connue. Peut-être ce qu'on ne travaille pas assez avec nos familles, c'est la notion de l'endormissement, et en particulier de la question de l'heure d'endormissement. L'heure d'endormissement, elle survient, elle est fixe pour chaque individu, et en particulier chez les enfants. Et c'est vraiment important d'identifier chez son enfant quelle est son heure d'endormissement. Parce que une fois qu'on a repéré ça, on va pouvoir aménager autour de cet enfant un environnement le plus adapté possible et lui permettre de rentrer dans le sommeil. Donc, les signes annonciateurs sont assez classiques. C'est la baisse de la vigilance, les bâillements, les yeux qui piquent, la baisse de la température. Donc, tout ça, ce sont des signes que vous pouvez repérer et surtout aider votre enfant à dire, ben, regarde, tu vois, là, tu prends ton doudou, tu prends ton pouce, tu vois, ça y est, le monsieur soleil, comme vous l'appelez, en tout cas, est en train d'arriver. Ce qui est important aussi, c'est que on a notre heure d'endormissement, et de fait, si on dépasse son heure, eh bien, nous, adultes, on va plutôt être en mode, on va dire, hypotonique, si j'ose dire, en somnolent. Mais par contre, l'enfant, il va lutter contre cette fatigue qui est là, qui est présente. Et sa façon d'exprimer cette lutte, c'est un enfant qui va être très expressif sur le mode agitation, colère, etc. Et inversement, si vous avez une petite alouette à la maison et que vous le couchez très tôt, eh bien, il va refuser de s'endormir. Pardon, un petit hibou. Si vous le couchez très tôt, c'est pas son heure d'endormissement encore. Donc, si c'est trop tôt, eh bien, il va refuser de s'endormir. Donc, c'est important de bien identifier cette notion d'heure d'endormissement. Ensuite, petit rappel juste sur la physiologie de l'endormissement, parce que ça nous permettra de comprendre comment fonctionnent les écrans. C'est que, en fait, c'est la baisse de la luminosité qui, à travers le système visuel, en particulier les cellules rétiniennes, va aller donner un message à une glande qui s'appelle la glande pinéale. Et cette glande pinéale va sécréter une hormone qui s'appelle la mélatonine. La mélatonine, c'est vraiment l'hormone du top départ vers le sommeil. C'est une hormone qui est sécrétée dans tout notre corps et qui va générer toutes les modifications physiologiques, baisse de la température, sécrétion de certaines hormones, baisse de la sécrétion d'autres, etc. Donc, cette mélatonine, elle est importante. Et si on dose cette mélatonine, et c'est facile parce que ça se dose dans la bouche, hein, dans la salive, eh bien, vous voyez que ici, vous avez les heures, donc c'est un diagramme anglo-saxon, mais ici, vous avez donc la mélatonine en fonction du temps, et vous voyez que cette mélatonine, elle commence à être sécrétée à 7-8 heures en fin de journée, elle est maximale à 3 heures du matin, heure à laquelle c'est pas tout à fait recommandé de prendre sa voiture et pas du tout recommandé de prendre sa voiture. Et puis après, elle rebaisse en fin de nuit.
Ensuite, donc, on a vu un petit peu l'endormissement. On va passer dans le cycle de sommeil. Qu'est-ce que c'est que ce sommeil lent? À quoi il sert? Alors, déjà, on a vu qu'il y a un certain nombre de cycles dans la nuit. Il faut savoir que ce sommeil lent, il est plus important dans le cycle en début de nuit. Que ce sommeil lent, il a des fonctions essentielles qu'on a vues tout à l'heure, mais on va le redire, la récupération physique, la restitution cellulaire, c'est pendant ce sommeil lent qu'on va cicatriser. C'est pendant la nuit qu'on cicatrise le mieux. Et puis, c'est aussi pendant le sommeil lent profond que c'est sécrété notre hormone de croissance. Il y a aussi une partie de la mémoire qui est travaillée pendant le sommeil lent. Alors, ce sommeil lent, il est d'autant plus profond que on va avoir une activité physique importante. Donc, pour une raison toute simple, c'est que on va accumuler de la fatigue et donc notre pression de sommeil va être plus importante, mais il y a un effet aussi très physiologique autour de la température que vous voyez sur le petit dessin là que j'ai pris du réseau Morphée. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est le principal réseau qui connaît très, très bien la question du sommeil chez l'enfant, chez l'adolescent, chez l'adulte. Et je vous recommande, si vous avez des questions sur le sommeil, ce site Réseau Morphée, magnifiquement fait. Et donc, le Réseau Morphée a publié donc ce diagramme ce graphique pardon, qui est important et qui montre bien que lorsqu'on fait de l'activité physique en journée, notre température corporelle augmente. Et un peu comme le fait la glycémie, vous savez, quand il y a une hyperglycémie puis une hypoglycémie réactionnelle, eh bien, en fait, l'augmentation de température en journée va générer une baisse de température en fin de journée qui va, on l'a vu, cette baisse de température, c'est facilitant l'entrée dans le sommeil. Par contre, déjà, on peut le dire, même si ça n'a pas de rapport avec les écrans, mais néanmoins, ça a rapport avec l'activité physique. Une activité physique qui est trop proche du coucher, eh bien, risque d'empêcher de rentrer dans le sommeil, tout simplement parce que notre température centrale, elle est encore trop élevée. Donc, ce sommeil lent profond, il est plus augmenté en cas d'activité physique importante et de dette de sommeil, bien entendu. Et c'est pendant ce sommeil lent profond, quand il est très profond, que vont émerger les terreurs nocturnes, le somnambulisme, que l'on voit donc émerger chez des enfants, voire même des adultes, qui sont en dette de sommeil, par exemple, ou chez les enfants aux alentours de 3-4 ans, quand la sieste commence à disparaître et qu'il y a le corps a encore un petit peu de difficulté à s'adapter à cette nouvelle organisation. Alors ensuite, le sommeil paradoxal, c'est le sommeil du rêve. Il est plus important, la différence dans le sommeil lent qui est en début de nuit. Le sommeil paradoxal, c'est plutôt pendant, il est plus important en fin de nuit. Pendant le sommeil paradoxal, se passent des choses très importantes, en particulier sur le plan psychique et sur le plan des apprentissages. Et c'est pendant le sommeil paradoxal, en particulier en début de vie, et donc je m'adresse en particulier donc à la PMI et aux tout petits enfants, puisque c'est pendant le sommeil paradoxal que se mettent en place tous les premiers circuits de l'activité psychique des premiers moments de vie. Et c'est ce que montre ce diagramme, où vous voyez en tout cas le sommeil total en fonction des années. Et si on détaille un peu, vous voyez que donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a chez l'enfant, chez l'adulte, on a à peu près 3/4 de sommeil lent et puis ou 2/3 de sommeil lent et 1/3 de sommeil paradoxal, pardon. Par contre, chez le petit enfant, vous voyez pendant les 3 premiers mois de vie, vous avez à peu près autant de sommeil paradoxal que de sommeil lent. Et en fait, c'est cette espèce de bouillonnement synaptique qui se passe dans les premiers mois de vie qui est en train de se faire, et en particulier pendant ce sommeil paradoxal. Alors, juste pour terminer sur le sommeil, pour vous rappeler, alors, c'est pas la PMI, c'est pas 0-6 ans, mais ils vont grandir, ils vont devenir adolescents. Rappeler des choses essentielles sur le sommeil de l'adolescent. Les besoins de sommeil sur le diagramme, vous l'avez peut-être vu, mais je vous le redis, chez un adolescent, c'est entre 8 et 10 heures. Et si vous regardez
en bas, vous allez voir que, par exemple, Sylvie Royan-Parola, donc qui est la présidente du réseau Morphée dont je vous ai parlé à l'instant, eh bien, a interrogé les adolescents et vous avez 70% des adolescents qui, en 2021, donc l'année dernière, dormaient moins de 8 heures. Donc, 70% des adolescents manquent de sommeil. Alors, pourquoi ils manquent de sommeil? Eh bien, il y a des raisons biologiques. Parce qu'à l'adolescence, la puberté, les hormones qui sont sécrétées vont aller modifier la sécrétion, en tout cas retarder la sécrétion de mélatonine. Donc, on a un décalage déjà de sécrétion de la mélatonine. On a une moindre sensibilité à la pression de sommeil, c'est-à-dire que en fait, les adolescents, ils sentent moins, enfin, ils se sentent moins fatigués le soir que nous. Donc ça, ce sont des raisons physiologiques qui font partie de la vie d'un adolescent et c'est important de le leur expliquer. Face à ça, nous avons bien entendu des adolescents qui doivent se lever à l'heure que leur imposent donc les horaires scolaires. Et puis, on a une particularité autre, c'est qu'un adolescent, il est assez autonome sur les heures de coucher, en tout cas, il voudrait l'être. Il a une pression scolaire et puis, bien entendu, il a les écrans, on va en parler, on va en parler. Sur la question des écrans, je pense qu'on a tous, vraiment tous, quelque chose à dire. Je pense qu'il n'y a pas grand nombre de scientifiques qui peuvent se définir comme expert des écrans, et moi je suis loin de là, mais j'ai essayé de lire beaucoup et je vais donc vous faire partager à la fois mon expérience auprès des familles et puis ce que j'ai pu lire sur les écrans. Alors, un temps d'écran qui explose, là je vous apprends rien. Par contre, ce que je vous propose, ce à quoi je vous propose de réfléchir, c'est à votre avis, ce temps d'écran qui explose, quel que soit l'âge, est-ce que ça concerne plutôt la télé, plutôt les jeux vidéo ou plutôt Internet? Effectivement, c'est Internet qui est le média le plus utilisé aujourd'hui. Alors, juste vous donner une petite photographie. L'avantage, c'est que Ipsos Junior Connect publie tous les ans un peu une photographie de la question des usages des écrans. Donc, on a une photographie de 2022, donc c'est assez récent. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils analysent donc cet usage des écrans déjà en fonction de l'âge, la tranche d'âge, donc 1, 6 ans, 7, 12, 13, 19. Vous voyez que quelle que soit la tranche d'âge, le temps d'écran augmente depuis 11 ans, 2011-2022. Et puis, si on détaille un peu, on voit effectivement, et vous avez raison, que c'est essentiellement aux dépens donc d'Internet que ce temps d'écran augmente, en particulier chez le 1-6 ans, puisque vous voyez, on est à 2h10 en 2011 et 6h08 en 2022. Je vous rassure, hein, c'est par semaine, bien entendu, heureusement, mais néanmoins, ça reste beaucoup, hein, puisque si on fait un petit calcul mathématique, on est à peu près à un peu plus de 2 heures par jour. Hein, pour le 1-6 ans, on est à 3h05 pour les 7-12 et puis on est à 5 heures par jour pour les plus grands. Donc, ça explose et puis, comme ça explose, eh bien, forcément, nos plus jeunes sont connectés de plus en plus jeunes. Alors, l'Association française de pédiatrie ambulatoire, en 2016, a demandé aux pédiatres libéraux d'interroger les parents qui venaient en consultation en leur demandant de répondre à un certain nombre de questions. Et ils ont partagé leurs résultats donc, sur le site de l'AFPA. Et vous voyez qu'il y a quand même 44% des parents qui prêtent leur téléphone portable à leur enfant de moins de 3 ans pour l'occuper, le calmer, le consoler. Ensuite, il y a 30% des enfants de moins de 3 ans qui regardent des émissions pour adultes. Parmi ces 30%, il y en a 60% qui regardent le journal télévisé. Donc voilà, moins de 3 ans, on est quand même petit tout. Hein. Et encore, c'est du déclaratif devant le pédiatre. Voilà, on peut se demander quelle peut être la réalité de la vie de ces familles. En tout cas, ça doit nous interpeller tous. Et puis, l'Institut national du sommeil et de la vigilance, l'INSV, en collaboration avec la MGVN, a fait aussi une enquête
sur les écrans. Et donc, il y a 13% des enfants de 6 mois à 3 ans qui ont un écran dans la pièce où ils s'endorment. Donc, c'est des choses qui sont en train de se passer, pour lesquelles c'est vraiment intéressant qu'on soit tous dans cette réflexion de qu'est-ce qu'il faut en penser de ça, hein, pas dans le jugement, mais dans l'accompagnement. Et bien sûr, vous connaissez ça par cœur en PMI. Alors, les écrans altèrent la qualité et la durée du sommeil, ça, je vous apprends rien, c'est les choses qui ont été les plus publiées. Dès qu'il y a eu des publications sur les écrans, le sommeil a été le premier impact sur la santé qui a été décrit. Alors, évidemment, beaucoup plus chez les adolescents, voire même chez les enfants. Chez les tout petits, on a encore très peu de publications. Je vous ai mis donc celle de l'adresse qui ne concerne pas le tout petit, mais le 5-6 ans, où on a une diminution totale de sommeil de 30 minutes. Donc, chez les 5-6 ans qui regardent la télé, plus de 3 heures par jour, c'est déjà pas mal quand même, versus ceux qui ne la regardent pas, mais 30 minutes tous les jours, c'est vraiment beaucoup. Et puis, il y a une autre étude donc, de 2015 qui dit que statistiquement, eh bien, chaque fois qu'on a 1 heure de téléphone portable, d'utilisation de téléphone portable en plus, eh bien, on a beaucoup plus de risques d'être fatigué en journée, d'avoir des difficultés à dormir et à maintenir son sommeil. Alors, évidemment, la question, c'est par quel mécanisme? Parce que si on veut travailler sur l'accompagnement aux familles, il faut comprendre comment ça se passe. Donc, le premier mécanisme, il est en rapport avec la physiologie, et donc la question de l'endormissement et de cette fameuse mélatonine, ce top départ vers le sommeil. Sauf que les écrans vont envoyer à travers la lumière bleue un message de plein jour. En fait, c'est ce que reçoit notre cerveau quand nous regardons un écran. Donc, c'est quand même quelque chose de sacrément intéressant. Et je trouve qu'il y a aussi une étude très intéressante de physiologistes en 2018 qui ont travaillé sur cette question de la sécrétion de mélatonine. Je vous disais, c'est très simple de doser la mélatonine. On met un petit coton-tige dans la bouche, dans la salle, et on regarde ce qui se passe. Et alors, ils ont fait jouer des petits-enfants de 3-5 ans au-dessus d'une table, et sous cette table, ils ont mis une lumière bleue. Et puis, donc, ils ont dosé la mélatonine avant le jeu, ils ont dosé la mélatonine à la fin du jeu, et puis, à la fin du jeu et donc à l'extinction de la lumière bleue qui était sous la table. Et puis, ils ont également dosé la mélatonine 50 minutes après. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette mélatonine, donc, elle baisse de 80% en termes de dosage, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que 50 minutes après, on a toujours cette baisse. Et de fait, quand on dit aux familles éteignez les écrans au moins 1 heure, voire 2 heures, on est dans cette idée qu'il faut laisser au cerveau cette capacité à se remettre en je resécrète de la mélatonine et j'envoie des messages importants à mon cerveau et à mon corps. Ensuite, le deuxième mécanisme qui est évident, mais qui passe non pas par la physiologie, mais par le contenu de l'écran, c'est que, bien entendu, les contenus des écrans mettent notre cerveau en hyper-éveil, ce qui vient évidemment contrecarrer ce qui devrait se passer pour rentrer dans le sommeil. Alors, l'hyper-éveil, c'est ce que Elena Pasquinelli, qui est une chercheuse et qui plus est philosophe italienne. Je vous recommande non seulement de lire, mais d'écouter parce qu'elle a un magnifique petit accent italien et parle très très bien de ce que font les écrans sur notre cerveau. Et en fait, le contenu, les écrans nous envoient, concentrent, comme elle le dit si bien, les préférences de notre cerveau, ce qu'on préfère. Et qu'est-ce qu'il préfère, notre cerveau? Il préfère échanger avec les autres parce qu'on est des êtres sociaux. Il aime évidemment les récompenses, les likes, je te suis, etc. Il aime les surprises. Il aime bien entendu les émotions en particulier. Il aime le plaisir, la boucle du plaisir, la fameuse dopamine. Il aime tout ce qui est curiosité. Donc en fait,
ce qu'elle dit qui est intéressant, c'est qu'il est donc difficile de résister, un peu comme des gâteaux pour le cerveau. Alors, sauf pour ceux qui n'aiment pas les gâteaux. Je pense que ça va parler à un certain nombre d'entre nous. Et puis, alors, on parle de boucle du plaisir, parce que c'est souvent du plaisir, mais parfois, les écrans envoient des images qui sont pas du plaisir, surtout pour les jeunes enfants, qui sont des images qui vont aller, qui vont être violentes pour ce petit enfant, d'autant que il n'a pas la capacité de prendre de la distance, il n'a pas de filtre, en fait, le petit. Et parfois, des parents qui pensent que un contenu n'est pas si inquiétant que ça. Ça peut être aussi une émission sur des animaux, hein, des choses, mais néanmoins, certains contenus peuvent être difficiles à métaboliser pour un petit enfant et parfois le sommeil est une expression. Les troubles du sommeil peuvent être une expression de ça à travers les cauchemars. Voilà la deuxième approche, deuxième explication sur le mécanisme d'interaction entre le sommeil et les écrans. Et puis la troisième approche, elle est tout simplement sur du timing, c'est-à-dire que notre journée, elle est faite de 24 heures, ça va pas trop changer. Et de fait, bien, vous avez vu, hein, les temps d'écran, bien, forcément, à un moment donné, on va toucher à d'autres choses. Et ces choses, c'est malheureusement souvent en journée en particulier l'activité physique. Donc les enfants, surtout les jeunes, les ados, ils n'aiment plus trop aller bouger, hein, je vous apprends rien. Nos adolescents bougent de moins en moins. Or, on l'a vu tout à l'heure, l'activité physique, c'est un facilitateur du sommeil. Et puis, de la même manière, lorsqu'on est à l'extérieur, on va aider notre organisme à comprendre la différence entre le jour et la nuit. Donc, ce sont des facteurs, ce temps d'écran, donc va remplacer tout ce temps nécessaire pour faire tout ça. Alors, pardon, je reviens sur la dernière information, c'est que le soir, eh bien entendu, lorsqu'on laisse son petit enfant devant, même si c'est une petite vidéo, eh bien, c'est ce temps dont a besoin l'enfant pour partager avec son parent un temps de complicité qu'on retrouve bien entendu à travers le rituel, la nécessité qu'a l'enfant, mais que nous avons tous, hein, à lâcher prise. Et pour ça, il faut que nous ayons cette capacité à percevoir nos signaux d'endormissement. Or, l'écran nous empêche ça aussi. Et cette compréhension de ce corps qui vient tout doucement rentrer dans le sommeil, eh bien, ça s'apprend, on apprend ça à nos enfants. Benoît, est-ce qu'il y a des questions, des Oui, remarques? Oui. alors oui, là, j'ai deux questions qui m'ont été posées. Mhm. Donc la première, surtout autour des enfants, on me demande des solutions pour enlever l'écran à son fils de 9 ans qui n'arrive pas à s'endormir, avec un petit D'accord, complément où les parents autorisent un casque avec de la musique douce. Donc d'accord. cette solution, qu'est-ce que vous en pensez? Et autrement, est-ce que vous avez des solutions pour voilà, diminuer les écrans pour cet enfant qui n'arrive pas à s'endormir? D'accord. Alors peut-être ce que je propose à la personne qui a posé cette question, c'est de poursuivre parce que il y aura des éléments de réponse dans ce que je vais vous partager sur les recommandations et puis je n'hésiterai pas à la fin de la présentation à revenir sur cette superbe question qui est vraiment la question qui, je pense, nous intéresse tous, hein. Donc, vous parlez un peu des recommandations, c'est vous dire que c'est important aussi de se baser sur ce que disent les sociétés savantes parce que ça vous a pas échappé que c'est très médiatisé et que forcément les médias vont aller dans le sens du buzz qui ne correspond pas forcément à la réalité. Donc, entre la diabolisation et le fait de dire, oh bon oui, finalement, on peut tout faire avec les écrans, c'est important aussi de se dire, mais alors on va où là? Et puis surtout, il faut avancer notre réflexion avec les écrans, ça va très vite. Alors, il y a quand même des gens qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Alors, ça a commencé en 2013 avec l'Académie des sciences, avec, vous voyez,
peut-être vous ne voyez pas parce que c'est écrit en petit, mais dans les auteurs, un certain Serge Tisseron, dont on va parler ensuite, qui après, avec l'Académie de technologie, l'Académie de médecine, a retravaillé sa présentation, mais qui donne des avis quand même, on va dire quand même assez modérés sur les écrans. Et puis ensuite, il y a le HCSP, donc le Haut Conseil à la santé publique, qui a donné aussi nous donne beaucoup de bibliographie. Donc, le monsieur Tisseron, qui est quand même un lanceur d'alerte sur les écrans, a, dès le début, proposé des repères d'âge 3, 6, 9, 12, qui sont discutables comme tous nos messages de prévention, 5 fruits et légumes, hein, on en a bien entendu parler, mais néanmoins qui a vraiment un gros mérite de lancer la réflexion, et non seulement Tisseron, mais aussi nos amis belges, qui à travers un site qui s'appelle yapaka.bi, qui est un site superbe. Monsieur Tisseron, Serge Tisseron, c'est le site 36912. Donc, ce sont 2 sites repères. Je vous encourage, si vous avez des questions, de la biblio, des affiches. En particulier, les Belges, ils font des belles affiches, comme vous les voyez, avec une communication qui est intéressante parce que, bien entendu, on reprend le pas de... Alors, 3, 6, 9, 12, donc 3 ans, c'est pas de télé avant de 3 ans. Et donc, la meilleure émission, celle qu'il crée lui-même. Donc, l'idée, c'est certes pas d'eux, mais on va tout de suite aller vers qu'est-ce qu'on propose, hein, vers quoi, vers quelle image positive on va. Donc, pas de console à 6 ans, pas de console de jeu. La meilleure partie de jeu, c'est celle que cette petite fille joue avec son ballon. Pas d'Internet seul avant 9 ans. Et là, c'est la meilleure découverte, c'est celle qu'ils font avec la réalité. Enfin, pas d'écran avant 12 ans, maîtrisons, etc. Donc, vous voyez, ce 3, 6, 9, 12, c'est excessivement bien fait. Et les Belges ont été plus loin dans cette réflexion. Et là, je pense qu'il faut qu'on soit aussi très vigilant sur ça. C'est que à travers cet iceberg qui reprend le 3, 6, 9, 12, vous avez une notion essentielle qui est la notion de l'attention. Et on sait qu'un petit enfant, il a forcément une durée d'attention qui est limitée. Et donc, il faut faire très, très attention à la durée des sessions. Et donc, il faut, même si on permet, on vit avec un petit enfant à un écran, il faut être vraiment vigilant à cette notion de durée. Donc, 10 minutes pour moins de 3 ans, 20 minutes pour le 3 à 6 ans, 30 minutes 6-9 ans. Bon, ce sont des repères approximatifs, mais qui ont quand même le mérite d'exister et de permettre aux familles aussi de réfléchir à cette question de la durée. Maintenant, quand on dit pas d'écran avant 3 ans, vous en avez aujourd'hui qui disent mais c'est pas la vraie vie. Les Américains, l'Académie américaine de pédiatrie, dit c'est pas avant 3 ans, c'est avant 1 an et demi. Donc vous voyez, on n'est pas tous d'accord, et vous verrez aussi, il y a d'autres grands organismes français qui parlent de 2 ans. Quoi qu'il en soit, je crois que l'idée du pas avant 3 ans, enfin en tout cas, l'idée c'est que plus l'enfant est jeune et plus il faut le protéger des écrans. Ils n'ont pas besoin des écrans. Il y a vraiment un principe de protection qui est essentiel, en rappelant aux familles que ce petit enfant, et là la PMI connaît ça par cœur, mais que ce petit enfant, il se construit dans l'interaction. Et que les interactions précoces, eh bien, c'est tout ce qui va construire cet enfant dans sa sociabilité, mais aussi dans tout son développement cognitif. Deuxième élément, et on va y revenir, eh bien, le temps passé devant les écrans, bien sûr, par ce petit enfant et surtout son parent, c'est un temps qui va évidemment impacter toutes ces interactions. Ce petit enfant, il va appréhender le monde à travers ses 5 sens. Donc, évidemment, le virtuel ne propose pas ça. Et surtout, le virtuel donne une fausse idée du temps. Tout va très vite dans le virtuel, de l'espace. Les puzzles sur le virtuel, c'est très facile de déplacer des cubes ou des morceaux de puzzle. Donc, c'est vraiment essentiel que ce petit enfant, il construise tout ça dans son cerveau, il appréhende tout ça, et ensuite, pourquoi pas, on passe au visuel, au virtuel.
Ensuite, ce qu'il faut se dire, c'est que les effets des écrans, chez le petit, et c'est pas pour rien que la bibliographie est très pauvre, en tout cas les grandes recherches, les méta-analyses sur les effets chez le petit enfant sont rares, parce que c'est, en fait, les effets, ils sont peu visibles tout de suite. Si vous laissez un enfant devant la télé, petit enfant mettons, de 2 ans devant la télé, 1 à 2 heures par jour, tous les jours, vous n'allez pas voir qu'il a un retard de langage. Et pourtant, il n'y a que des études longitudinales qui vont vous dire ça. Et pourtant, euh, je reviens un peu sur les interactions précoces, mais ce petit enfant, on va toucher à des choses qui sont de l'ordre du socle des apprentissages. Et puis, bien entendu, ce qui est fondamental, c'est les compétences psychosociales. Comment ce petit va pouvoir se projeter dans la gestion des émotions, l'empathie, la confiance en soi. Enfin, avant-dernière notion, c'est que le cortex préfrontal qui va se mûrir avec le temps, vers 7 ans déjà, l'enfant va commencer à être l'âge de raison, à avoir une gestion de ses capacités sociales, d'adaptation, de gestion des émotions qui sont meilleures. Mais vous le savez peut-être, cette maturation se fait jusqu'à l'âge de 27 ans, donc il y a un petit délai. Donc, ce petit enfant, ses capacités de contrôle, elles sont immatures. Donc, ne rêvons pas, on ne peut pas dire à un enfant, non, mais d'accord, tu prends un écran, mais tu sais hein, qu'il faut arrêter. Voilà. Et ensuite, enfin, bien sûr, de manière très, très logique et mathématique, plus un enfant va consommer tôt des écrans, et bien plus il deviendra un grand consommateur plus tard. Donc, ce petit enfant, on le protège, on fait très attention aux écrans. Et pour ça, j'ai souvent rencontré des directrices de crèches qui me disaient qu'elles étaient interpellées par ces parents qui arrivent et qui sont au téléphone et qui continuent à téléphoner tout en attrapant les affaires de l'enfant, en lui faisant coucou alors qu'il est dans la salle de jeu, mais tout en alors, à un moment donné, elle me disait, mais c'est compliqué pour nous aussi hein, de dire, mais madame, enfin, là, non, venez chercher votre enfant, donc on raccroche. Alors, vous avez un site qui s'appelle Mpédia, qui est un site qui est fait par l'Association française de pédiatrie ambulatoire, qui est très, très, très bien fait. Et en l'occurrence, Mpédia propose donc une affiche pour les lieux d'accueil de petits enfants. Donc, c'est une façon en tout cas, d'interpeller les familles et de pouvoir dire aux familles, attention, les écrans, eh bien, ils peuvent avoir un effet sur la motricité de votre enfant, sur ce qu'on disait à l'instant, là, les repères dans le monde réel, le temps, l'espace, va perturber le lien d'attachement, va perturber son attention, va entraîner votre petit enfant plus passif, bien entendu. Et ça, c'est les seules méta-analyses qu'on ait vraiment de solides, c'est sur le retard de langage et l'association au temps d'écran. Et entraîne des stimulations sensorielles inadaptées puisqu'un petit enfant, il n'a pas besoin de prendre des jets de lumière, de son, etc. Donc, mérite de Mpédia et puis mérite aussi du nouveau carnet de santé, enfin 2018, donc c'est plus très nouveau, mais quand même, dans lequel vous pouvez quand même renvoyer aux familles qu'il y a tout un tas de messages de prévention et qu'on rappelle quand même que avant 3 ans, eh bien, on ne met pas son enfant dans une pièce où la télé est allumée. Il faut interagir avec son enfant et que, quel que soit l'âge, voilà, on évite de mettre un écran dans la chambre où il dort. On ne donne pas de tablette. On ne lui fait pas utiliser de casque audio d'écouteurs pour le calmer, l'endormir. Alors, ça me fait écho à cette question autour de l'endormissement et de l'écran qui vient répondre à ces difficultés d'endormissement. Alors, moi, j'ai envie de dire, la question de difficultés des troubles de l'endormissement, elle est légion, ça concerne quasiment tous les parents. La question, c'est qu'est-ce qui se passe, comment cet enfant est conditionné
dans l'endormissement. Alors, ça peut être l'écran, mais ça peut être bien entendu le bras de la maman, l'oreille de la maman, le bras et l'oreille. Enfin, il y a des choses assez amusantes dans la capacité qu'ont les parents d'abnégation pour que leur enfant dorme bien. Et quand l'écran vient répondre à cette question de je veux qu'il dorme parce que je veux dormir moi aussi, parce que voilà, parce que toute la famille n'en peut plus, parce que je suis fatiguée, etc. Quand l'écran répond immédiatement à cela, eh bien, effectivement, le danger, c'est de laisser son enfant le soir avec un écran. Alors après, ça c'est le danger, mais à la fois, j'ai envie de dire, on peut pas tout généraliser. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs cas de figure, mais un enfant qui a eu sa dose d'interaction dans la journée, qui va bien, à qui on donne un casque pour s'endormir, et puis après il s'endort. Et puis surtout, s'il s'est endormi avec un casque, s'il ne se réveille pas pendant la nuit, dans les micro-éveils dont on a parlé tout à l'heure, puisque s'il s'endort avec une musique, ça veut dire que surtout si on a commencé tôt, sa structuration du sommeil, elle vient avec donc ce conditionnement à l'endormissement. Et de fait, entre les cycles, quand il va se réveiller, parce qu'ils se réveillent tous, ils s'éveillent tous, au lieu de se rendormir tout seul dans l'autonomie, dans cet apprentissage au sommeil, eh bien, cet enfant, il va demander le casque. Donc, comme tout conditionnement, le problème de l'écran va se poser dans les réveils nocturnes. Et là, évidemment, le danger, ce serait de remettre quelque chose de cet ordre-là. Mais à la fois, si cet enfant, il écoute une musique, bon, voilà, j'ai envie de dire, et si cet enfant va bien, il ne faut pas non plus être trop diabolique avec les écrans. Voilà, je vais continuer parce que je vois que le temps passe. Je vous laisse répondre à cette question. Donc, on a vu que le 3, 6, 9, 12 était quelque chose, une recommandation qui allait dans l'idée que il fallait donner des repères d'âge. Alors, Sabine Duflot, elle a créé cette règle des 4 pas. Et les 4 pas, voilà. Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est que ces 4 pas? Est-ce que c'est des 4 moments de la journée ou est-ce que c'est 4 moments ou lieux sans écran? Effectivement, vous avez tous raison, c'est la réponse numéro 2. Donc, Sabine Deflot a eu le mérite de donner des repères qui peuvent s'appliquer à l'ensemble de la famille. L'ensemble de la famille, c'est important. Donc, pas d'écran le matin parce qu'on va épuiser les ressources attentionnelles de l'enfant et les institutrices, les professeurs des écoles vous le disent très bien, ils savent très bien qui sont les enfants, quels sont les enfants qui regardent des écrans le matin, hein, parce qu'ils ont déjà, ils ont une moindre capacité d'attention, pas pendant les repas, parce que c'est important d'abord de partager du temps ensemble et puis d'être en pleine conscience, si j'ose dire, hein, pendant les repas. Et puis, donc, dans les 4 pas, vous en avez 2 qui concernent justement ces recommandations autour du sommeil, avec pas d'écran avant de s'endormir, et puis pas d'écran dans la chambre de l'enfant pour vérifier les contenus. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et puis, l'agence l'ANSES a aussi alerter les gens, mais il n'y a pas que l'ANSES, hein, vous avez l'ONAPS aussi, enfin vous avez tout un tas d'organismes qui donnent leurs propres, enfin des recommandations qui se ressemblent en sachant que, vous voyez par exemple l'ANSES, je vous disais, on parle de 2 ans, bien, eux ils sont plutôt sur le 2 ans, pas d'écran avant 2 ans, oui, pas d'écran avant 2 ans, recommande 3 heures d'activité physique pour les moins de 5 ans. Donc, certains parents disent, mais c'est beaucoup. D'autres disent, c'est pas beaucoup, parce qu'en fait, à la maternelle ou à la crèche, ils bougent beaucoup. Mais néanmoins, bon, voilà, on rappelle que l'activité physique, c'est important. Et puis après, pour les 6 à 11 ans, donc à partir de 6 ans, on dit que voilà, il ne faut pas dépasser 1 heure par jour, 2 heures par jour, pardon. Et puis, ce qui est assez étonnant, c'est que
Personne n'est allé plus loin et probablement heureusement, puisque bon, sur 24 heures après, ça fait beaucoup. Mais finalement, au-delà de 6 ans et jusqu'à l'adolescence, on n'a pas de recommandations autres que celles qu'on peut lire, qui est de moins de 2 heures par jour. 2 heures par jour, c'est déjà beaucoup. Voilà, donc maintenant, quand même, petit retour sur soi-même, sur nous adultes. C'est important, c'est très important parce que, bien entendu, surtout le tout petit, mais l'enfant aussi, nous adultes, nous parents, grands-parents, nous sommes des exemples pour nos enfants. Vous êtes parents, les dieux de vos enfants, les déesses de vos enfants, et donc c'est important, l'exemple. Et donc le 3-6-9-12 a fait cette affiche que vous avez probablement vue dans les salles d'attente, d'enfant qui est trop content d'empiler ses cubes, et puis bon, ben voilà, ses parents ne le regardent pas, donc du coup, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller devant un écran. Les Allemands qui sont assez directs dans leur capacité de communiquer ont fait cette affiche, donc je vous la traduis. Donc, est-ce que vous avez déjà parlé à votre enfant aujourd'hui? Voilà, donc les choses sont dites. Et ça continue aussi dans cette réflexion autour de, finalement, on donne des recommandations aux enfants, mais comme toute éducation, où est la cohérence quand nous, adultes, on passe un tiers de notre temps à regarder les écrans? Donc, quelque part, il faut réfléchir à ça. Et en particulier, il faut réfléchir à ça de manière très sérieuse, justement chez le petit enfant. Et Olivier Duris a sorti un petit livre là sur la notion de technoférence, donc d'interférence entre l'enfant et les parents à cause des écrans, en disant que cette technoférence, elle soulève vraiment des préoccupations parce que le petit enfant, alors là, vous en voyez un dans une poussette, mais imaginez par exemple celui qui crapahute, monte en haut de l'escalier du jardin public. C'est quand même le lieu le plus intéressant pour regarder un peu comment on est, nous adultes, avec nos enfants. Donc, je reviens sur notre petit bout qui monte en haut de l'escalier, puis il est en haut de l'escalier, il lâche ses mains, il est trop content, trop fier, c'est le roi du monde. Il se penche vers son ou ses parents, et là, ses parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent un écran. Et là, quelque part, dans sa petite tête d'enfant, il se dit qu'est-ce qui est donc plus important que moi? Parce que pour lui, c'est ça quand même. Qu'est-ce qui est plus important que moi? Et donc, ça va entraîner, lorsque c'est évidemment répétitif, une question sur la confiance en soi. Et puis, ce qui est prouvé aussi, montré, enfin écrit, c'est que ces enfants-là, au bout d'un moment, ils vont faire en sorte d'alerter leurs parents. Et comment ils vont faire? Ils vont prendre des risques. Ils vont mettre leur sécurité en danger pour alerter leurs parents. Donc, c'est vraiment intéressant aussi de réfléchir aux écrans à travers ce que nous faisons nous. Alors, pour ceux qui aiment bien le chanteur Aldebert, vous avez une chanson qui est très sympathique, qui s'appelle « Écran, rendez-nous nos parents ». Elle est très, très amusante parce qu'elle est sur un mode humoristique et je vous encourage à l'écouter pour aussi réfléchir. Parce qu'il faut qu'on ait un peu d'humour parce qu'on ne va pas non plus se flageller, mais il faut réfléchir. Il faut réfléchir parce que l'Observatoire du numérique et l'UNAF ont publié donc en 2021 on va dire un résultat de questionnaire auprès des familles, et donc il n'y a qu'un parent sur 4 qui est quand même prêt à changer son attitude pour montrer l'exemple, ce qui est quand même pas beaucoup. Donc, on a tous du travail à faire par rapport à cette motivation. Et donc, MPEDIA, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a fait cette affiche dans les lieux d'accueil, a proposé aussi cette réflexion avec une affiche, la meilleure application pour votre enfant, c'est vous, et une proposition de 10 défis en disant, ben voilà, par exemple, ça nous est arrivé à tous de donner à manger à son enfant et puis de regarder soit son téléphone, soit la télé. Et donc, à chaque situation de la vraie vie,
propose une alternative. Alors voilà, ça c'est quelque chose qui a le mérite d'exister, qui a le mérite aussi de nous dire, d'entraîner dans cette réflexion notre posture d'adulte. Alors maintenant, comment on va essayer de répondre rapidement, hein, comment vivre avec ces écrans en protégeant le sommeil. Alors la première chose, c'est de se rappeler que les écrans, c'est pas le seul souci quand un enfant ou un adulte ne dort pas bien, mais bien entendu, il faut réfléchir à tout ce qui est environnement autour du sommeil avec des messages que vous connaissez, respecter le rythme, maintenir les heures de lever, de coucher, exposer à la lumière de jour, pratiquer une activité physique. On essaye de ne pas mettre de coca dans le biberon. On essaye le soir de mettre assez de féculents, enfin en tout cas des féculents avec les légumes pour qu'ils n'aient pas faim la nuit. On privilégie une activité tranquille le soir et tout l'important du rituel. On fait attention qu'il ne fasse pas trop chaud, mais dans les chambres, c'est plus d'actualité cette affaire-là. Et puis, on se déconnecte. Voilà, donc on réfléchit bien entendu à la question des écrans, mais dans un environnement global autour du sommeil. Ensuite, puisque je me suis autorisée à faire un petit parallèle entre 10 recommandations sur le coucher, donc je vous propose des recommandations autour des écrans. Alors, je crois que c'est pas mal de se dire, avant de proposer un écran à mon enfant, il faut que j'ai des idées claires sur un certain nombre de choses. La première recommandation ou la première réflexion, c'est où est-ce que je vais mettre l'écran, à quel endroit cet enfant va regarder l'écran. Donc, évidemment, pas dans la chambre, on l'a dit, donc idéalement dans la pièce principale parce que vous aurez un regard dessus. Ensuite, à quel moment je vais autoriser ce temps d'écran? Et là, c'est important d'être clair au niveau familial, se dire, il y a des moments sans écran. Donc, pas le matin, pas pendant les repas, ça c'est quand même assez facile à faire. Et puis, pas avant de s'endormir. Et là, c'est moins facile pour nous adultes parce qu'on prend toujours nos petits téléphones là dans notre lit. Donc, si on veut être vraiment porteur d'une cohérence et entraîner nos jeunes, en particulier quand on a des ados, il faut jouer le jeu. Hein, il faut poser aussi nos écrans, nous aussi, dans l'entrée ou dans la boîte à écran, où vous voulez. Mais en tout cas, être cohérent avec ça. Et puis, aussi se dire quelles sont les priorités dans ma vie, dans ma famille. Est-ce que la priorité, c'est faire les devoirs, faire du sport, ranger sa chambre et mettre le couvert, etc. Et puis, personnellement, je trouve que de dire c'est tant d'heures par jour va entraîner une on va dire quelque chose d'assez automatique dans le sens où comment j'ai pas eu mon écran aujourd'hui? Non, je crois que l'écran, c'est un loisir comme un autre, mais il n'a pas à s'imposer dans la vie de nos enfants. Ensuite, c'est très dur d'évaluer la durée, c'est-à-dire on sait très bien quand on interroge les gens, très dur d'évaluer la durée que l'on passe devant les écrans. Et donc, il faut aider l'enfant. Nous, adultes, on a sur nos téléphones, vous savez, une capacité de savoir le temps d'écran, on est souvent un peu surpris. Nos petits, il faut les aider. Alors, avec des repères qui s'adaptent aux petits, hein, donc des repères visuels, un sablier, auditif, quelque chose qui sonne. Il y a des gens qui ont imaginé aussi des cartes temps. Enfin, on trouve la stratégie, mais on va dans cette réflexion en disant, ben voilà, le temps d'écran, ben, ce sera comme ça. On va définir, bien entendu, avant le temps d'écran, qu'est-ce que l'enfant va regarder, quel programme, quel jeu, avec, si possible, la notion d'interactivité, parce qu'on sait quand même que les effets sont bien moins délétères par rapport à un écran passif. Quel programme on va céder des signalétiques PEGI, du CSA. On va céder pour choisir un jeu, un jeu du site Pédagogeux, que je vous encourage à aller voir, qui est très bien fait et qui permet vraiment de comprendre quels sont les attraits de certains jeux vidéo. Vous avez également Film pour enfants, qui peut être un site intéressant pour choisir des petits films. Hein, ce n'est pas les grands films classiques, mais des petits films par tranche d'âge. Et puis, il faut se dire, j'ai pas peur. J'ai pas peur que mon enfant ait un écran.
alors j'ai pas peur de contenu qui risque de le inapproprier. Et pour ça, vous avez un site qui s'appelle Je protège mon enfant, qui est très très bien fait et qui permet à travers un quiz de définir dans votre environnement numérique qu'est-ce que vous avez comme écran. Et du coup, avec tel écran, comment vous allez pouvoir le paramétrer ou installer telle et telle application pour que pour chaque écran, vos enfants soient protégés. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très, très, très important. Une fois qu'on a défini tout ça, eh bien, pendant le temps d'écran, évidemment, il faut partager ce temps avec lui. Alors ça, c'est la théorie. Après, il y a la vraie vie, hein, mais c'est sûr que toutes les publications, ou en tout cas les gens qui sont vent debout contre les écrans, très inquiets par rapport aux écrans, sortent beaucoup de publications autour des écrans passifs. Mais lorsqu'on est avec lui, quand on est à côté d'un enfant et qu'on joue, certes, c'est parfait, c'est encore mieux d'être avec des cas plats, mais si à un moment donné, on a envie de changer de jeu et que ce jeu, ça va être un écran, et si on est avec lui, il n'y a pas de souci, vraiment, il n'y a pas de souci. Et puis après, tout l'intérêt, et en particulier avec les plus grands, c'est de comprendre ce qui nous plaît. Et ça, c'est, je crois, important parce que parfois, quand des jeunes disent, ou des parents nous disent, oui, non, mais vous savez, le week-end, il y a 5 heures par jour, voire plus. Nous, ce qu'on répond, c'est, mais qu'est-ce qu'ils regardent? Alors, les gens sont un peu interpellés parce que disent, mais vous ne trouvez pas, c'est trop? Oui, mais qu'est-ce qu'ils regardent? Parce que il faut comprendre aussi qu'est-ce qui lui plaît. Ça, c'est essentiel. Et puis, donc, l'aider, parce qu'ils en auront besoin, nos jeunes, à développer leur esprit critique. Et là, vous avez des petites capsules vidéo qui ont été faites par Arte, que vous trouvez en replay, qui s'appelle Dopamine, et c'est super chouette, parce que vous avez, sur ces capsules vidéo, l'explication de ce qui se passe dans le cerveau quand nos jeunes sont devant les réseaux sociaux. Donc, il y a une capsule par réseau social, et on leur explique comment le réseau social va aller chercher donc le fameux gâteau, hein, dont parle Elena Pasquinelli, et donc faire en sorte qu'ils y reviennent et consommer donc cette notion d'esprit critique, elle est évidemment essentielle dans toute la vie de nos jeunes, mais en particulier par rapport aux écrans. Et puis quand quand l'écran s'arrête, eh bien il faut bien entendu proposer des alternatives, idéalement. On l'a dit, il faut lâcher nos écrans, les ranger. Alors ça, c'est important pour le tout petit. On peut, c'est pas compliqué, on peut mettre nos téléphones dans un sac, dans un tiroir. On ne les laisse pas devant le champ visuel parce on crée, c'est un peu comme si on laissait un beau gâteau juste en début de repas. Et puis, bien entendu, n'ayant pas peur de l'ennui. Ils savent nous le dire, les petits. Maman, je m'ennuie. Alors, oui, ils s'ennuient. Ben, il faut répondre, mais c'est super, chérie, que tu t'ennuies. Tout simplement parce que ils ont besoin de ce temps pour réfléchir à leur vie et développer, se développer psychiquement. Et puis, je ne l'ai pas écrit, mais il y a aussi la dispute. Et la dispute, ça fait partie de la vie des familles. Donc, c'est pas parce qu'ils se disputent qu'il faut donner un écran à chacun. Au contraire, la dispute, ça permet aussi à chaque enfant de développer des compétences psychosociales, comme disent nos psychologues, c'est-à-dire d'être en capacité de s'opposer, de trouver la bonne posture vis-à-vis de ce grand frère ou de ce petit frère qui nous agace. Et donc, il ne faut pas avoir peur non plus des conflits. Voilà, donc nos conclusions en rappelant que si on veut améliorer notre sommeil à travers la question des écrans, il faut commencer par se persuader que ce sommeil, c'est très, très important. Et vraiment le dire à nos enfants, l'expliquer à nos enfants, le verbaliser dans leur vie de tous les jours. Tu vois, tu as bien dormi, regarde comme tu vas bien, regarde comme tu es mignon, regarde comme tu apprends bien ta poésie, etc. Regarde comme tu es grand. Enfin, bon, voilà. Donc, c'est important de se redire. Les écrans, principe de précaution, pas d'écran avant 3 ans. S'il y a 2 ans, vous souhaitez mettre un enfant devant votre écran, il n'y a pas
de soucis dans le sens où c'est pas répétitif, où c'est interactif, où c'est accompagné. Mais néanmoins, on garde l'idée qu'avant le coucher, c'est pas une bonne chose et dans la chambre, c'est pas une bonne chose. Et puis, bien entendu, on intègre toutes ces règles autour des écrans dans l'environnement au sommeil en se redisant à chaque fois, mais c'est quoi mon heure d'endormissement? Ça peut être intéressant pour nous adultes, mais l'heure d'endormissement du mien là, parce que du coup, on va pouvoir aménager notre environnement au sommeil et adapter notre vie de famille aussi. Et puis, toujours se rappeler la difficulté que peuvent avoir les parents quand leur enfant manque de sommeil. Voilà, j'ai terminé. Je vais répondre à vos questions et une petite, voilà, j'ai mis un certain nombre de références dont je vous ai déjà parlé, mais en particulier, vous avez donc le réseau Morphée, l'Institut national de sommeil de vigilance, et puis un site dont je ne vous ai pas parlé, mais qui est super chouette, qui est fait par nos amis canadiens, qui s'appelle Apprendre à dormir, et il y a beaucoup, beaucoup d'outils, comme sur les deux précédents, là, sur le sommeil. Voilà, j'arrête mon partage et je vous vois ou je vous écoute et je réponds. La toute première question qui a été posée revient sur notamment le sommeil de l'adolescent. Il nous demande qu'est-ce qui favoriserait le sommeil chez l'adolescent. La remarque, c'est que si on enlève les écrans, il ressortirait toujours pas l'envie du sommeil. Voilà, et l'ado doit se lever à 6h30 pour prendre les transports. Donc, la réflexion, c'est qu'il est urgent qu'il dorme de bonne heure. Est-ce que vous avez un conseil concernant voilà, l'endormissement de l'adolescent? Alors déjà, ne pas être trop intrusif dans l'heure d'endormissement parce qu'il faut leur dire c'est normal que tu aies besoin de t'endormir plus tard. Par contre, je pense qu'il faut être droit dans ses bottes, hein. Les écrans, si on est tous d'accord au niveau familial, mais les changements, ils peuvent se mettre en place au niveau familial grâce aux enfants. C'est-à-dire nos enfants nous font bouger. Et dire à un jeune, écoute, moi aussi, en fait, je réfléchis, mais moi aussi, donc on va faire comme ça. On va tous faire comme ça et on va voir comment on est mieux avec. Donc, mettre un couvre-feu numérique. Les livres sont quand même même si on est sédentaire, c'est une belle sédentarité, donc c'est une réponse. Voilà, je crois il faut être très simple, mais surtout il faut être très cohérent. Et puis s'il y a un papa et une maman, il faut évidemment qu'on soit d'accord avec ça. Voilà. Et après, l'adolescent, bien entendu, il faut lui faire du sport. Voilà, ce qui est autre chose. Alors, ou lui faire du sport, ou l'emmener faire des randos, enfin, bouger, quoi. Voilà. Très bien. Du coup, la question suivante, c'est comment sensibiliser les familles sur les écrans et le sommeil en restant dans la bienveillance et sans jugement? Hmm. Alors, c'est vrai que c'est toute merci pour cette question parce que c'est comme ça, je pense qu'il faut aborder la question des écrans et c'est vrai que quand on est frontal et qu'on dit mais comment, mais non, mais pas d'écran, il faut, je crois, réfléchir à quand la question du temps d'écran se pose, est-ce que c'est pas tout simplement révélateur d'autre chose? Alors là, je m'adresse à la PMI comme le disait très bien Monsieur Hoffman en off tout à l'heure, la multiplicité des problématiques font que finalement l'écran n'est pas vraiment le problème, mais par contre il peut être le révélateur de difficultés parentales, de difficultés de l'enfant ou des deux. Et donc à ce moment-là, je pense que pour sensibiliser les familles sur les écrans, il faut déjà faire émerger la problématique. Et si l'écran vient mettre un pansement sur une problématique, si vous dites non, non, il ne faut pas d'écran, vous ne réglez pas le problème. Alors, je pense que derrière les écrans, vous souriez parce que vous allez dire, à ce moment-là, on ne va pas tout régler, mais à la fois d'être entendu sur ça, je pense que c'est essentiel. Après, pour animer, pour parler, je vous ai donné un certain nombre de sites, mais il y a vraiment, je trouve, beaucoup d'affiches maintenant qui sont très, très bienveillantes, Mpédia, en particulier, qui
qui nous donne des outils intéressants. Et Mpedia vous propose même de participer à une formation sur l'animation d'outils. Vous regardez sur le site et après, il vous envoie les outils et du coup, vous pourrez animer justement avec les parents la question des écrans à travers ce que je vous ai montré sur les 10 défis, là, cette maman qui est devant sa télé tout en donnant à manger à son enfant. Très bien. Question suivante. Quels sont les outils que vous conseilleriez pour des professionnels de santé qui souhaitent animer des ateliers de prévention sur les écrans? Alors, c'est un peu la même réponse, c'est-à-dire, alors, comme toujours, les outils, je crois que les outils, c'est ceux avec lesquels on est à l'aise. Mpedia propose un outil tout fait, donc c'est pas la peine d'en construire. Comme toujours dans ces problématiques-là, partir de quels sont les problèmes des parents, faire émerger quelles sont les stratégies déjà qu'ils ont trouvées, et puis nous donner des recommandations, mais ça, je vous les ai données à travers les différents sites, en disant que ce sont des repères, comme toujours, c'est comme les 5 fruits et légumes, c'est comme pas manger trop gras et sucré, il faut en prendre et en laisser, et surtout s'adapter à la vraie vie, et puis dire aux familles que l'avantage avec les écrans, c'est que ça vaut le coup d'essayer. C'est vraiment, il y a un message que j'ai probablement pas mis dans les diapos qui est essentiel pourtant, c'est que dès qu'on diminue le temps d'écran, si l'écran est responsable de troubles du sommeil, de troubles des difficultés scolaires, voilà, vous arrêtez les écrans, vous diminuez les écrans et vous allez avoir un effet quasi immédiat. En tout cas, les parents, c'est ce qu'ils nous racontent. Et à chaque fois, on leur dit, écoutez, on a envie de vous enregistrer parce que c'est tellement porteur d'espoir, parce que c'est vrai que les parents sont quand même confrontés à des grandes difficultés sur le cadre numérique. Mais quand on leur dit ça, on leur dit, c'est vrai que comme toute frustration, parce que c'en est une, hein, de dire à un enfant, ben non, non, tu regardes plus ton téléphone le soir au coucher, c'est pas facile, mais pourtant, rapidement, l'enfant il est mieux, l'adolescent il est mieux. Et donc, le message, c'est de dire, de pouvoir dire aux familles, essayez, parce que vous allez voir, ça fonctionne. Voilà. Eh bien, question suivante. Que pensez-vous des boîtes à histoire pour s'endormir chez les Ah 3-5? oui. Alors, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si la boîte à histoire, il ne faudrait pas qu'elle remplace le vrai temps de complicité du rituel du soir, parce que c'est un peu dommage. Alors, ça peut remplacer un soir ou 2 soirs parce qu'on est fatigué, mais tous les soirs, remplacer ce temps où finalement, cette parole du papa, sa voix, sa mélodie, mais c'est pas forcément une histoire, ça peut être aussi tout simplement une chanson, quelque chose de transgénérationnel, parce que le papa, quand il était petit, il était accompagné dans ça, avec tout ce que ça transmet de valeurs, de je manque en tant que petit dans une histoire familiale. Tout ça, c'est d'une richesse absolue. Donc, la voix enregistrée de la madame qui raconte une histoire, c'est pas toxique, mais c'est dommage. Voilà. Donc, pas à la place d'eux, mais pourquoi pas de temps en temps. Bien, et je pense qu'on va passer du coup à la dernière question. Que pensez-vous des jeux de société avant le coucher? Cela réunit la famille, mais est-ce que cela ne stimule pas trop avant le repos? Entre parenthèses, ce serait pour varier avec les fameux rituels d'histoire. Ah, ben j'ai envie de dire si tout le monde y trouve son compte et si personne n'est en... Alors, ça dépend comment cette personne joue en société. Moi, personnellement, dans ma famille, quand on jouait, j'ai 4 enfants, quand on jouait en jeu de société, tout le monde s'entretuait à la fin parce que voilà. Donc, j'imagine mal après aller se coucher. Mais si le jeu de société soude la famille, au contraire, est un moment de plaisir, il n'y a vraiment aucun souci. Inversement, voilà. Je crois que il faut quand même s'aider un petit peu pour aller vers le sommeil parce que
peu d'enfants quand même disent spontanément, oh là là, mais qu'est-ce qui me tarde d'aller au lit? Voilà. Donc, il faut s'aider un petit peu. Très bien. Merci, docteur Chollet, pour cette présentation et pour avoir répondu à toutes ces questions.